Bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 personnalités fort connues. Jean-Marie Le Pen, que je n'ai bien entendu pas besoin de présenter. D'ailleurs, je crois que vous êtes venu assez fréquemment en Radio Courtoisie, et notamment avec mon ami. Peu pas assez sans doute. Les mois derniers. Et Bruno Gollnisch, donc, qui lui aussi est une personnalité bien connue au Front National, enfin, dont vous êtes toujours membre. Absolument. Voilà. Membre actif. Dirigeant. Et dirigeant, et André Pertusio, lui aussi, qui est familier de nos antennes. Voilà, je me réjouis beaucoup de votre présence, parce que ça va nous permettre de creuser certaines questions que beaucoup de Français se posent, et certainement beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie. Voilà, alors je vais attaquer de façon la plus directe, de la façon suivante. Et notamment, que pensez-vous, Monsieur Le Pen, des nouvelles orientations du Front National, et notamment la volonté de dédiaboliser le parti? Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait de nouvelles orientations. Je crois qu'il y a peut-être une tactique différente qui est liée probablement d'ailleurs à la personnalité de la présidence nouvelle. Chaque président a sa propre personnalité, ses propres options principales, sa hiérarchie des valeurs, etc. Et quels que soient les liens qui m'attachent à Marine Le Pen, l'actuelle présidente du Front National, nous sommes différents, forcément, pour beaucoup de raisons, bien que nous soyons très proches par beaucoup d'autres. Et je crois que la génération dont fait partie Marine Le Pen a souffert plus que nous, en tous les cas, c'est moins habitué que nous à la diabolisation systématique de notre mouvement et de nos idées par l'ensemble de l'établissement français. Je dis bien l'ensemble, car nous n'y avons trouvé que des ennemis ou au moins des adversaires, que ce soit dans le domaine politique, bien sûr, mais culturel, syndical, religieux, philosophique, bref, dans tous les domaines, nous avons été dénoncés comme le mouton noir. Voilà. Et nous avons été diabolisés. Il ne faut pas oublier que la politique, c'est une autre manière de faire la guerre. Et donc les méthodes qui nous ont été appliquées sont des méthodes de guerre non conventionnelles, c'est-à-dire que contre nous, on a utilisé les armes interdites, qui sont les plus dangereuses, bien sûr, et en particulier celle de la diabolisation. Et bien sûr, la Marine Le Pen, qui a bien compris que si le Front National n'avait pas passé la barre des 20% au cours des années précédentes, c'était lié à la diabolisation dont il était la victime. Et elle a pensé qu'il fallait tout faire pour faire cesser, ou en tous les cas diminuer cette diabolisation. Où il peut y avoir équivoque, c'est que si on pouvait penser qu'elle pense que cette diabolisation était le fait du Front National. Et si c'était le cas, ce serait une grave erreur. Car le Front National défend des idées qui ne sont pas nouvelles, qui sont liées à la nation, qui sont liées à la patrie, qui sont liées aux valeurs de notre pays, et elles n'ont été diabolisées que par le diable, que par les diables. Et par conséquent, l'effort de dédiabolisation peut évidemment tenter de nous faire éviter certains risques, voilà. Mais aussi s'il y a des terrains que l'on abandonne à l'adversaire, si on se laisse aller à ne pas parler de certains sujets qui déplaisent à nos adversaires, eh bien nous trahissons notre mission. Par conséquent, nous devons accepter la diabolisation. Je voudrais tout de même préciser, avant de passer la parole à aux autres interlocuteurs, que un livre récent vient de sortir sur moi. Je suis obligé de traîner ces auteurs en correctionnel, comme je l'ai fait de nombreuses fois, en rappelant qu'en 40 ans, j'ai gagné
dans la justice qui est la nôtre, n'est-ce pas ? Plus de 120 procès pour diffamation. C'est vous dire que j'ai été, et à travers moi le Front National, diabolisé, comment dirais-je, pas seulement critiqué, mais critiqué de manière illégale, diffamé de très nombreuses fois. Voilà. Et la dernière, c'est M. Bourgi, à qui j'ai gagné quand même là, pour une fois, 1 000 € d'amende et 5 000 € de dommages et intérêts. M. Bourgi, qui est un porteur de valise pour M. Chirac, et qui disait « Mais oui, mais Chirac, Le Pen en a reçu aussi ». Il a bien évidemment été dans l'incapacité d'apporter le moindre début de preuve que j'ai reçu de l'argent. Ou en tous les cas, si c'est à lui qu'il a été confié, c'est qu'il a dû le garder. Alors, c'est l'argent de M. Bongo, précisons. L'argent de M. Bongo. L'argent de M. Bongo. En revanche, j'avais dit de lui, pardon madame, une chose assez outrageante. J'avais dit, mais il disait, j'ai entendu dire. Moi j'ai entendu dire que M. Bourgi fréquentait le bois de Boulogne. Mais j'ai dit, ça m'étonnerait qu'il ait du succès compte tenu de la tête qu'il a. Eh bien, j'ai été relaxé de la plainte qu'il a portée contre moi. Sur ce sujet. Et j'avais dit aussi que c'était un délinquant professionnel. Il m'actionnait sur cette définition. Et le tribunal a bien reconnu que de son propre aveu, il était un délinquant professionnel. Bien, je vous remercie. Voilà une bonne entrée en matière. Monsieur Bruno Gollnisch, toujours sur ce thème. J'adhère à tout ce qu'a dit mon président d'honneur. Oui. J'ajouterais juste une chose. Au cours de la campagne interne pour la présidence du Front National, et donc pour la succession de Jean-Marie Le Pen, campagne qui est largement derrière nous, on m'a opposé en quelque sorte à Marine Le Pen en disant que nous avions des stratégies différentes en matière de dédiabolisation, comme si moi j'avais été hostile à la dédiabolisation. En réalité, je suis tout à fait favorable à la dédiabolisation. Je considère en effet que la diabolisation est parfaitement injuste. Mais simplement la nuance qui pouvait exister, c'est que par une expérience un petit peu plus longue, pas aussi longue que celle de Jean-Marie Le Pen, mais tout de même, j'ai éprouvé le fait que la diabolisation est effectivement une arme de guerre psychologique entre les mains de nos adversaires, tout comme la culpabilisation des peuples, des nations, dont on va peut-être voir les effets à l'occasion du voyage de M. Hollande dans le pays de M. Ben Bella, où il avait commencé sa campagne électorale, n'est-ce pas ? Par conséquent, je crois légitime de chercher la dédiabolisation. Simplement, la diabolisation ne dépend pas, ou pas toujours, en tout cas pas la plupart du temps, de ce que nous sommes, même des petites erreurs que nous avons pu commettre à un moment donné. Non, la diabolisation dépend de l'image que nos adversaires veulent donner de nous. Et d'ailleurs, ce qui vient d'arriver, qui est tout à fait scandaleux à Marine Le Pen, cette demande de levée de son immunité, comme on a demandé la levée de la mienne pour des propos politiques, est très éclairant à ce sujet-là, n'est-ce pas ? De quoi s'agit-il ? Marine Le Pen à Lyon récuse l'intérêt que peuvent porter certains sur la Deuxième Guerre mondiale et sur les dogmes officiels en la matière. Et elle dit qu'au lieu de s'occuper de l'occupation allemande, on ferait mieux de s'occuper de l'occupation de nos trottoirs par des musulmans. Cela se veut un propos de dédiabolisation. Elle indique par là qu'elle veut rejeter une rhétorique ou une préoccupation qui relève du passé, qui ne l'intéresse plus, qui ne devrait pas intéresser les patriotes. Je lui laisse la responsabilité d'ailleurs de son propos, mais après tout, c'est le sien. Bon, eh bien, ce propos qui se veut un propos de dédiabolisation est utilisé pour la diaboliser, parce qu'on dit comment est-ce possible d'avoir fait un parallèle entre l'innocente occupation de nos rues par de malheureux musulmans abusivement privés de lieux de culte, et puis l'occupation allemande qui est presque par nature le summum absolu de l'horreur. Ben voilà. Donc, et ceci est utilisé pour porter plainte contre elle. Cette plainte est transmise par les services du ministère de la Justice, par madame l'indépendantiste guyanaise Taubira Delanon, au Parlement européen, où elle va peut-être prospérer. Donc on voit bien que c'est une manœuvre
de nos adversaires, et il faut être prêt éventuellement à l'assumer. Oui, je crois que c'est un procédé très ancien, en fait. Si vous dites quelque chose, vous êtes coupable et condamné. Si vous ne dites rien, vous êtes coupable et vous êtes condamné. Oui. Mais ça, c'est vieux comme le monde, d'ailleurs. Mais oui. Tous les régimes de mauvaise foi ont utilisé cette arme incapacitante. Mais je me retourne à nouveau vers Monsieur Le Pen pour vous dire, mais comment expliquez-vous cette volonté de diabolisation qui est propre à la France? On en trouve des formes indirectes en Angleterre, en Allemagne, en Italie, etc. Mais en France, il y a vraiment, et depuis très longtemps en fait, depuis 40 années au moins, une volonté délibérée de diaboliser le Front National et de diaboliser les hommes qui l'incarnent et de diaboliser les valeurs qu'il représente. Comment expliquer ça? La question est vaste et complexe, mais il faut se souvenir que quand naît le Front National, le communisme est encore un phénomène extrêmement puissant. Je ne dis pas qu'il n'a cessé de l'être, mais il est très puissant. Il y a 150 députés communistes au Parlement, et il y a l'URSS dont on peut s'attendre d'un jour à l'autre, un samedi matin de préférence, que ces divisions blindées envahissent l'Europe de l'Ouest. Or, le communisme imprègne la vie politique et continue de l'imprégner encore aujourd'hui dans beaucoup de domaines, et en particulier dans les domaines culturels, dans le domaine de l'éducation nationale. L'influence des communistes les porte à considérer que les nationaux sont évidemment leurs pires ennemis. Et ils ont été rejoints dans le combat contre nous par la nouvelle forme, somme toute, du communisme, qui est le mondialisme, l'européisme, l'antiracisme, dont Finkielkraut a pu dire que c'était le communisme du 21e siècle. Eh bien, il faut savoir que c'est d'abord parce que nous sommes anticommunistes, que nous sommes considérés comme des ennemis par non seulement les communistes, mais tous ceux qui s'imprègne de la vulgate marxiste. Et ce qui est étonnant dans la situation, et remarquable dans la situation du Front National, et tout à son honneur, c'est qu'en effet, nous n'avons jamais pu nous appuyer, en France, sur aucune des forces constituées, dans aucun domaine, puisqu'elles étaient toutes adversaires. Nous n'avions, pour nous, et ce qui est étonnant, que quelques millions de Français qui, malgré ce qui était dit avec des moyens 1000 fois supérieurs aux nôtres, eh bien, sont restés fidèles à l'idée de la France, de la patrie que nous défendons. Oui, si vous permettez, André, je vous en prie. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marie Le Pen, parce que la situation qu'il décrit est la suite, plonge ses racines dans l'histoire de la France et singulièrement de la dernière guerre, dont nous ne sommes toujours pas sortis intellectuellement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut avoir conscience qu'à partir de 1945, comme il le dit très justement, les communistes ont pris le pouvoir en France. De Gaulle a été amené pour arriver au pouvoir, à s'allier, non pas aux communistes, parce que l'Union soviétique était entrée en guerre, non pas volontairement, mais parce qu'ils ont été envahis, non pas par l'Allemagne, et que depuis lors, les Alliés l'ont baptisé puissance démocratique et ont fait sa propagande. Le fait donc que la France est marxisée dans ses profondeurs depuis, ne pas, 1945. Je n'en veux pour preuve que, par exemple, le statut de la fonction publique, qui a été, comment dirais-je, imaginé par Maurice Thorez, qui a été ministre d'État, alors qu'il était un déserteur. Avec 8 autres ministres communistes. Ils étaient 9 ministres communistes dans le gouvernement du général de Gaulle. Et toutes les infrastructures, la structure, même pas une industrielle française, était faite par eux. Parce que Maurice Thorez a fait la fonction publique, Marcel Paul
a fait, n'a pas la production industrielle en faisant de l'EDF, par exemple, une société qui consacre 1% de son chiffre d'affaires au comité d'entreprise, c'est-à-dire à la CGT. Il y avait monsieur Ambroise Croizat, qui a imprimé, n'a pas sa volonté, la volonté commune sur tout le monde du travail et des affaires sociales. Bref, en 1945, la France était un pays en voie de marxisation accentuée. Et, par la suite, ce phénomène ne s'est jamais ralenti, parce que la propagande dite démocratique internationale s'est voulue, alors là, de par la volonté américaine, cosmopolite, pour empêcher précisément les mouvements nationaux de se manifester dans tous les pays. Alors, en France, il y a eu, cette aggravation, c'est qu'il y a eu l'occupation, que bien évidemment, c'est le régime, le gouvernement français du maréchal qui a été tenu pour le responsable, puisque certains imbéciles n'ont pas prétendre que Pétain a livré, la France à l'Allemagne, qui n'avait pas besoin de ça, elle y était déjà. Bon. Et que l'on parle ouvertement, et notamment dans le dernier livre, non pas sur Jean-Marie Le Pen, de monsieur Philippe Cohen et Pierre Péan, de l'extrême droite pétainiste. Et par conséquent, à partir de cette époque, l'extrême droite pétainiste, qui est un fruit de l'imagination fertile de ces gens-là, mais qui est un thème très porteur, a été appliqué à tout ce qui était contre le système existant. Et de système, donc, marxiste, communiste. Et le Front National a bien évidemment été l'objectif, à atteindre, c'est-à-dire à diaboliser. Voilà. Votre position, Monsieur Bruno-Novelich, vous allez nous répondre là-dessus tout de suite, mais votre position est qu'en quelque sorte le communisme ou le marxisme a été en quelque sorte la matrice de la diabolisation. C'est par ce qu'elle a pénétré à l'université, dans les médias, des structures intellectuelles, mentales de ce magma que constitue actuellement la presse et l'université, qu'ils ont conçu la diabolisation et comme d'ailleurs façon effectivement d'effacer la notion de nation, la notion de patrie. Ici d'ailleurs le communisme rejoint la mondialisation, oui, ou même l'Europe. Dans les deux cas de figure, on voit que le but est toujours le même, effacer la nation et détruire les valeurs traditionnelles de la France. C'est bien cela, Monsieur Gollnisch. Oui, je crois que ce sont des techniques utilisées par les régimes totalitaires, des techniques révolutionnaires. La Révolution française a diabolisé ses adversaires, exactement de la même façon, en déniant aux Vendéens, par exemple, pratiquement la qualité d'êtres humains, et ainsi de suite. Moi, j'ai compris comment le système fonctionnait, de façon extraordinairement modeste, quand j'étais étudiant, 17-18 ans, première année de faculté à Nanterre, en 67-68. Je désapprouvais ce désordre, le fait de peinturlurer les murs, de saccager les amphithéâtres, et avec beaucoup de mes camarades, je souhaitais surtout écouter les cours et passer les examens. Je n'étais pas politisé, je n'étais pas membre de ces organisations un peu musclées qui a fourni beaucoup de députés centristes par la suite. J'étais, comme mes camarades, traité de fasciste pour cette raison. J'avais d'ailleurs des notions très sommaires sur ce qu'était le fascisme. J'étais le premier surpris, voilà. Bon, il s'agit de créer des réflexes pavloviens de haine, d'aversion chez ceux que l'on veut écraser. Et là, j'introduirai une nuance par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit que le Front National est le seul, ou la France est le cas le plus emblématique de diabolisation. C'est vrai que c'est le plus emblématique parce que le Front National, grâce à Jean-Marie Le Pen, a été la première formation à émerger à ce niveau d'importance. Par conséquent, il a concentré sur lui le tir. Mais je préside une petite organisation qui rassemble quelques patriotes un peu partout en Europe. Et je puis vous dire que partout où surgit une formation politique nouvelle, désireuse simplement de conserver la liberté, l'identité du pays, sans aucune agressivité, serait sans aucune agressivité territoriale ou autre à l'égard d'aucun autre peuple. Eh bien, cette formation est diabolisée exactement dans les mêmes termes qui ont été utilisés contre nous, selon les mêmes méthodes, avec les mêmes principes, et nous en avons de cela de multiples exemples.
Oui, ça évoque tout à fait les interprétations de Gramsci. Je vous en prie. Oui, et nous sommes dans une société de spectacle, n'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier. Et le cinéma, les films, la télévision, la radio jouent un rôle capital. Or, l'astuce de nos adversaires a été de réputer tout ce qui leur était contraire hitlérien. Et tout était ramené à Hitler, ad nauseam, comme on dit, n'est-ce pas? D'autant que beaucoup de gens piétinaient la peau de loup, surtout depuis qu'il n'y avait plus de loup dedans. Quand il y avait un loup dedans, ils étaient plus prudents. Ils étaient plus prudents. Mais après qu'il n'y ait plus de loup, le gros avantage de la lutte après la Deuxième Guerre mondiale contre un hitlérisme qui n'existait pas, c'était que ça occultait la critique du communisme qui, lui, continuait à massacrer par millions, à enfermer par dizaines de millions ses adversaires. Donc, tout cela se joint. C'est à la fois national et international. Ça tient debout. Leur affaire est assez bien menée. Or, il ne faut pas oublier tout de même, car quelquefois on nous a fait à l'intérieur du mouvement le reproche de parler de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est la télévision qui en parle tous les jours. Pratiquement sur une chaîne ou sur une autre, il y a un film de fiction, qui présente l'histoire telle qu'elle est construite et décrite par une certaine catégorie de gens. Bon. Or, il est simple voilà, Hitler est un abominable. Eh bien, il n'y a qu'à dire que les autres ressemblent à Hitler. Et ainsi donc, nous voilà habillés comme je l'ai été. Et c'est un exemple qui est, à mon avis, très déterminant. C'est Le Monde, le journal Le Monde, le journal dit de référence. Comment dirais-je, un dessinateur qui s'appelle Monsieur Plantu. Oui. Pendant des années, Monsieur Plantu m'a représenté systématiquement avec des bottes, un uniforme noir, un brassard rouge. Certes, il n'y avait pas la croix gammée, mais il y avait la flamme du front, je crois. La gris-gris, qui y ressemblait beaucoup. Un baudrier, tous affutio, que je n'ai jamais porté, même quand j'étais militaire. Vous écoutez Radio Courtoisie. Un autre exemple. Quand j'ai été pris à partie, il semble que messieurs Péan et Herzog, Cohen. Fassent justice de ça, quand j'ai été accusé de torture, etc. Et on aurait trouvé, paraît-il, un poignard hitlérien que je portais, comme si le lieutenant de parachutiste que j'étais, en uniforme, pouvait porter au côté un poignard hitlérien. Eh bien, ce poignard, qui était un poignard de Hitlerjugend, que j'aurais soi-disant égaré lors de ma visite, et qui avait été retrouvé, comme ça, merveilleusement, eh bien, a été la base d'une insinuation en disant, vous voyez, quand même, hein, ces gens-là, Le Pen, le premier rêve, les Paras, Bijard, Massu, tout ça, c'est la même bande, c'est la bande à tonton Adolphe, quoi, voilà. C'est grossièrement ça. Tout est bon. Non, mais tout est bon. Moi, j'ai vécu cela, moi-même, quand je me suis présenté aux élections, dans une petite ville des Pyrénées, où toutes mes affiches ont été revêtues, mon portrait, d'une petite moustache à l'éclair. Ça marche toujours. Exactement la même chose. On la met même à Marine, on lui met la petite moustache et aussi la mèche. Donc, oui, ça fait beaucoup. C'est moins crédible. J'ai une affiche que je pourrais montrer, où il y a justement Bruno Gollnisch et Marine Le Pen en uniforme de SS, une affiche, et avec pas de nazis chez nous. Oui, c'est ça. Non, mais autre exemple dont on a fait grand bruit, et que la majeure partie de la presse française a repris servilement, ce qui montre d'ailleurs à quel point ces gens-là ne se donnent pas la peine de la plus petite information contradictoire. Nous avons été, Jean-Marie Le Pen, moi-même, et dans un deuxième temps Marine Le Pen, invités à un bal d'associations étudiantes, corporatives,
traditionnel à Vienne. Ah oui. Ce bal est un bal et rien d'autre. Super. Rien d'autre. Super, magnifique, les jeunes filles en robe longue, les messieurs en tenue de soirée, sauf qu'il y a évidemment les étudiants, il y a aussi d'anciens étudiants qui sont parfois nonagénaires, qui remettent le petit ruban, le petit calot de leur jeunesse. Il y a toute l'élite Il universitaire. y a l'élite universitaire, c'est ouvert par le doyen ou par le recteur de l'université, et c'est dans la salle de bal de la Hofburg. Bon, ça nous rappelle si l'impératrice, etc., etc. Bon, il n'y a pas un mot de discours politique. Bon. Eh bien, j'ajouterais que le seul moment où ce bal des associations étudiantes a été suspendu, c'était durant l'Anschluss, c'est-à-dire durant l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne hitlérienne. Bien. Eh bien, la présence de Marine Le Pen à ce bal a été décrite comme la présence à une manifestation néo-nazie. Voilà. Sous le motif que parmi ces anciens étudiants, il y a notre ami, monsieur Strache, qui est lui-même le président du FPE, du Parti de la Liberté autrichien, lequel est entre la deuxième et la troisième force politique de ce pays. Ah oui. Voilà. Moi, j'exprime ça par un syllogisme pas très simple. Vous êtes végétarien, or Hitler était végétarien, donc vous êtes hitlérien. Oui. Oui, ça paraît une démonstration Oui. assez accablante, là. Oui, je le dis, hein. Mais c'est vrai que ça n'est plus seulement le communisme, c'est une autre forme d'internationalisme que vous avez citée, qui lui a succédé, c'est le mondialisme. Quiconque, dans un pays d'Europe ou même hors d'Europe, s'élève contre le dogme qui voudrait que la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux apporte bonheur et prospérité, quiconque formule à cet égard des réserves est immédiatement l'objet de campagnes de diabolisation s'il parvient à percer dans le domaine politique. Mais, monsieur Le Pen, je rebondis sur cette question. Nous avons échangé quelques propos sur le sujet. Vous en souvenez peut-être. Est-ce que derrière cette appétence pour la mondialisation, et ce refus, au fond, de l'affirmation de la patrie, du patriotisme, ne se cache pas quelque chose de beaucoup plus effrayant et attristant, c'est-à-dire une volonté suicidaire? Non, je crois que c'est une volonté de pouvoir. Il y a un certain nombre de forces qui, à travers ces nouvelles structures, pensent pouvoir imposer leur volonté et la défense exclusive de leurs intérêts. Il n'est pas d'ailleurs il est assez emblématique de voir que l'on nomme à la tête des pays en difficulté, généralement d'anciens directeurs de chez Goldman Sachs, n'est-ce pas? Une grande banque internationale. Eh bien, c'est le cas de M. Monti, c'est le cas aussi du président grec, et on nous l'aurait assez bien suggéré à nous aussi. Oui. Pourquoi pas Madame Lagarde, après tout, on l'a eu déjà. Ou Monsieur Strauss-Kahn, auquel nous l'avons échappé belle. Et de peu. Oui, le hasard fait bien les choses. Mais les résultats sont, pour le monde occidental sont effectivement terrifiants. Non, mais le brassage des populations, le déclin démographique, la culpabilisation systématique, l'insertion dans un ensemble négateur des libertés nationales. Et le déclin économique. Et le déclin économique, tout cela est au rendez-vous. Tout cela est au rendez-vous. Mais alors justement, je change un petit peu de prise de vue. Est-ce que, dans le contexte que vous venez de rappeler, l'idée d'un rapprochement entre le Front National et puis l'UMP, qu'elle soit divisée ou réunie, et puis les centristes, est-ce que cette perspective vous paraît possible, raisonnable, envisageable, ou bien est-ce qu'elle est exclue? Elle me paraît déraisonnable dans la mesure où cette formation a adopté à notre égard exactement la même attitude que les communistes et nous a frappé d'ostracisme. Et il n'y a pas un seul leader de l'UMP dans les débats qui les opposent les uns aux autres qui ne tient à préciser qu'en aucun cas il n'y aura d'alliance avec le Front National, sans d'ailleurs justifier cette position par une argumentation politique.
économique ou social. Non. Nous avons la tare, n'est-ce pas? On ne nous dira pas pourquoi, mais cela va sans dire, monsieur. Voilà. Vous devez le savoir. C'est que, vous savez, le proverbe arabe qui dit « Bats ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. » Bon. Bon. Eh bien, c'est un peu la même chose. Or, autant nous avons certainement beaucoup de points communs avec la base de l'UMP, avec les électeurs de l'UMP, avec les militants de l'UMP, et même avec certains dirigeants, mais qui se gardent bien de l'avouer, car ils seraient immédiatement sanctionnés. Je vais vous raconter une histoire que m'a raconté Monsieur Tranchant. Monsieur Tranchant, une personnalité du RPR, dit un jour à Jacques Chirac, « Jacques, ça y est, on va reprendre Asnières aux communistes parce que nous allons faire une liste commune avec le Front National. Et ça, c'est gagnant. » Et elle dit, je te l'interdis formellement. Enfin, Jacques, c'est pas possible. Il lui dit, mais écoute, c'est possible, c'est tellement possible que si tu le fais, je te foutrai à la porte. Voilà. C'est démonstratif. Donc la dédiabolisation ne servira à rien, alors? La dédiabolisation, non. Elle n'aura pas lieu. En supposant qu'elle réussisse dans les médias, tout au moins. Non, mais si elle réussit, d'abord, elle peut désinhiber un certain nombre de citoyens ou d'électeurs. Au niveau local, au moins. Oui, beaucoup. Moi, dans nos campagnes électorales, je ne sais pas si Jean-Marie a la même expérience, mais je pense. Ouais, il m'est arrivé de rencontrer des gens, des braves gens. Je me souviens d'une dame d'un certain âge à Lyon qui m'a dit « Ah, monsieur Gollnisch, oui, vous savez, quand je vous écoute, je suis d'accord avec vous, mais je sais pas pourquoi, mais vous me faites peur. » Bon, j'ai dit « Mais vous me voyez bien, madame. Je ne suis pas le grand méchant loup, je ne suis pas croque-mitaine. Je suis le diable. Je suis le diable, voilà. Alors, si la dédiabolisation fonctionne... Si la dédiabolisation fonctionne, peut-être que cette dame n'aura plus peur, et par conséquent que son vote peut changer. Mais c'est ceux de nos ennemis qui ne sont pas directement aux ordres des comploteurs mondialistes. C'est à eux qu'il appartient de faire cesser la diabolisation. Et j'attends encore qu'il y ait au moins un leader de l'UMP qui dise « Mais c'est absurde, nous avons perdu toutes nos positions » en affichant cet ostracisme à l'égard du Front National. Mais rien ne mérite de ne pas s'allier dans un système électoral détestable qui est le majoritaire. Mais le majoritaire à 2 tours a une logique. C'est qu'au 2e tour, on se rassemble en 2 blocs. Or, il y a un des blocs qui se rassemble immédiatement avec les communistes, les trotskistes, les anarchistes, bref, toutes les forces dites de gauche et par conséquent de progrès par nature, mais à ce qu'on appelle la droite, dans ce qu'on appelle le phénomène inverse de la gauche en tout cas, eh bien là, ça n'est pas possible. Et quand Le Pen fait 15% aux élections présidentielles ou comme Marine 18%, eh bien on espère toujours en faire assez pour pouvoir se passer d'eux, ne pas avoir à faire entrer dans le pot commun les valeurs de nation, la lutte contre l'immigration massive et qui sont les bases politiques du Front National. C'est ça que l'on ne peut pas accepter de leur part. Ils ne peuvent pas l'accepter parce qu'ils sont liés fondamentalement, et ils ont ça en commun avec monsieur Flamby, n'est-ce pas? Et ils sont mondialistes, ils sont européistes, ils sont pour la libre circulation, ils sont pour l'immigration massive. Les gouvernements de droite ont été dans ce domaine largement aussi responsables de l'irruption massive des étrangers dans notre pays que les gouvernements de gauche. Vous écoutez Radio Courtoisie. Ah, vous voulez dire quelque chose? Vous vouliez prendre la parole? Je crois que Jean-Marie Le Pen est tout à fait d'accord. Nous sommes dans un système cosmopolite. Il faut bien dire que le cosmopolitisme, selon le titre d'un excellent ouvrage de notre ami Pierre Millot, non pas récemment, qui dit l'histoire de ce cosmopolitisme, qui est apporté très largement d'outre-Atlantique, en Europe,
et qui est symbolisé dans comment dirais-je, par Monsieur Henri Guénaud, qui est quand même le conseiller de Sarkozy, forme de droite en principe, qui a déclaré cette chose remarquable, que la filiation dans la République, en République, n'est pas de nature biologique, mais de nature juridique. Alors, tout est là. C'est le symbole du cosmopolitisme. N'importe qui est français. C'est-à-dire que le fait même d'être français est une chose pratiquement inexistante. Abstraite, théorique, oui. Voilà, nous sommes réduits à une sorte de mais n'importe qui peut être français, n'importe qui peut vivre en France. Alors évidemment, ça en général aux frais des contribuables français, mais ça c'est une autre affaire, enfin, on n'en parle pas. Je crois que ce qui est très grave, vraiment à notre époque, c'est cet état d'esprit qui nourrit, mais sans que même les gens s'en aperçoivent, leur manière de penser. Ou quand on leur parle de spécificité française, de nationalité française, etc., voit immédiatement des relents de ce que on appelle le fascisme, sans savoir ce que ça veut dire. Non, pas d'ailleurs, c'est devenu un gros mot, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et si vous demandez à un individu normal, qu'est-ce que c'est que le fascisme, il ne saura pas vous répondre. Or, le fascisme, c'était le régime politique de l'Italie de 1924 à 1943. Point, c'est tout. C'est devenu le mal. Voilà. Tout. Mais je veux dire que le Comintern a inventé un truc extraordinaire, une arme politique fantastique, c'est l'antifascisme, et la meilleure preuve, c'est que ça marche encore. Oui. Monsieur Guénaud, incidemment, ne se réclame-t-il pas du gaullisme? Ça me paraît assez difficilement compatible avec ce que vous venez de dire de lui. Pourquoi? Il se veut gaulliste. Eh bien, là, pour De Gaulle, en tout cas... Non, mais ça c'est ce que j'appelle le faux gaullisme. Oui, parce que le gaullisme, qu'est-ce que c'est que le gaullisme? Alors, d'abord, il n'y a que le général de Gaulle qui était gaulliste. Un véritable gaulliste, c'était lui et personne d'autre. Bon. Ensuite, il s'est créé autour de lui un parti gaulliste, comme il se crée toujours des partis autour d'une personnalité, et, mon Dieu, qui partage un certain nombre de valeurs, qui à l'époque étaient très respectables. C'était des valeurs patriotiques, etc. Et le général, je dois dire, a toujours eu sur ce plan-là la même attitude, c'est-à-dire l'indépendance, la souveraineté de la France. C'est lui qui a déclaré que les Français étaient un peuple blanc, de culture gréco-latine et de civilisation chrétienne. Et qu'il fallait naturellement que les immigrés soient en stricte minorité, sinon la France ne serait plus la France. Mais alors, cette partie du gaullisme, elle est complètement évacuée. Non ? Ce qui compte, pas dans le gaullisme, c'est l'antipétainisme. Car l'antipétainisme, c'est l'extrême droite, comme chacun sait. Ce qui est complètement idiot d'ailleurs, on ne tient pas debout. Mais qui le sait en France? Qui le sait? Monsieur Le Pen. Si on accepte l'épisode dans lequel le général de Gaulle revient au pouvoir par un putsch militaire, la menace d'un putsch militaire en 1958. Il a fait un parti politique, le général de Gaulle. Il a fait une expérience qui s'appelle le RPF. Le RPF, fondé immédiatement après la guerre, avec le général de Gaulle comme président, a réussi un beau succès en 1947 aux élections municipales. Un succès déjà moindre parce qu'on avait modifié entre-temps les systèmes électoraux en 51, avec immédiatement d'ailleurs une division à la tête. Et puis en 56, c'est-à-dire 9 ans après la formation du RPF, le général de Gaulle pèse 3% dans l'opinion publique et sans le système des apparentements, il n'aurait plus un seul député. Donc l'expérience politique classique, celle que nous avons menée, nous, de créer un parti politique, eh bien, le général de Gaulle, dans ce domaine, a échoué. Il faut le dire. Et il n'est revenu au pouvoir qu'avec la menace des parachutistes d'Alger. Et la complicité, la lâcheté de la 4e République agonisante. Et pour en revenir à la haine, véritable haine que vous, nos adversaires, à tout ce qui rappelle la défense de l'identité, de l'indépendance nationale. Et il faut lire l'opuscule écrit par 2 présidents de groupe au Parlement européen, qui devraient théoriquement être de bord opposés, mais qui ont commis ensemble un opuscule. Il s'appelle, les auteurs sont messieurs Cohn-Bendit,
que je ne présente plus. Un grand Français. Voilà, et Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre belge et président du groupe libéral. Voilà. Eh bien, messieurs Cohn-Bendit et Verhofstadt exhalent leur haine et leur hostilité à tout ce qui est défense des indépendances nationales. Voilà, c'est très clair. Et ils utilisent pour ça des termes de diabolisation. Je voudrais dire quand même aussi juste un mot sur le problème des relations avec l'UMP. Enfin, est-ce qu'on peut encore parler du UMP? On verra bien, l'avenir nous le dira. J'adhère absolument à ce qui a été dit. Je crois qu'il n'y a pas de possibilité d'entendre avec des cadres qui sont eux-mêmes prisonniers de ce système ou qui en sont les acteurs, consentants en tout cas. Bon. En revanche, je crois, peut-être à tort, que c'est plus fragile qu'on ne pense. Et que le jour où les chefs seront désavoués, par exemple à l'occasion d'une lutte interne, comme celle à laquelle nous avons assisté et qu'ils s'efforcent aujourd'hui d'atténuer, ça peut voler en éclats. Parce que je crois qu'il y a un très grand mécontentement dans une partie importante de leur base et une partie importante de leur cadre. Moi, j'ai un certain nombre de confidences de collègues qui sont des adversaires, collègues élus de l'UMP au Parlement européen. À ce sujet-là, je crois que ça peut péter, passez-moi l'expression, et ça a failli éclater en 98. En 98, je vous le rappelle, à l'issue des élections régionales à la proportionnelle, le Front National est en position d'arbitre. Et 19 ou 20 régions françaises sur 23 peuvent être arrachées à la gauche. Si le Front National apporte son soutien à des exécutifs, à des présidents, des candidats à la présidence, RPR et UDF, on dirait aujourd'hui UMP. En plein accord avec Jean-Marie Le Pen, c'est ce que nous organisons. Et ça se fait en Rhône-Alpes, ça se fait en Bourgogne, ça se fait en Picardie, ça se fait en Languedoc-Roussillon, en PACA, en Midi-Pyrénées, en région centre. Et ça aurait pu se faire partout ailleurs si immédiatement les boulons n'avaient pas été resserrés par Chirac lui-même dans une intervention absolument inouïe pour un président en exercice d'intervenir dans l'élection d'exécutif, de nous injuriant sans que les médias nous donnent en quoi que ce soit la possibilité de répondre. Tous les pouvoirs ont été à la manœuvre pour s'asseoir au risque de se brûler les fesses sur le couvercle de la marmite. Mais un jour, la marmite pourrait exploser. Mais est-ce que vous croyez, Monsieur Gollnisch, précisément, que la présente crise de l'UMP, qui n'est pas réglée, parce qu'elle va beaucoup plus loin que les débats dans les médias nous font part, est-ce que vous pensez qu'à soit immédiatement, soit à terme, cette crise pourrait profiter au Front National? Je ne sais pas ce que va en dire Jean-Marie Le Pen. Moi, je crois qu'il n'y a pas de possibilité avec la haute direction de l'UMP, qui, comme l'a dit à l'instant Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, a fait profession voilà, c'est comme dans les paroles du baptême, réprouvez-vous Satan, ses pompes, ses œuvres. Bon, il réprouve le Front National et tout ce qui tourne autour. Bon, en revanche, moi, ce que je pense, ce que je souhaite, c'est que des blocs se détachent de cette formation. Et je crois que il peut bloc d'électeurs, éventuellement de cadres, je ne sais pas, et qui peuvent être tentés de s'entendre avec nous, je crois. Mais justement, oui, je vous en prie. Oui, ce qu'il faut voir tout de même, c'est la situation concrète de la France. Ce qu'il faut voir, c'est que les différents partis qui ont gouverné le pays depuis 30 ans, pour ne pas remonter plus haut, c'est-à-dire ce que nous appelons nous l'UMPS, puisque nous pensons qu'ils ont exactement les mêmes fondements et les mêmes méthodes et les mêmes insuccès. C'est l'UMP d'une part et le PS-PC vert d'autre part. Or, la décadence de la France dans tous les domaines, y compris dans celui où on nous avait promis que l'Europe nous donnerait au moins la prospérité économique et sociale, etc. L'échec total, patent, constant, est le même, parce qu'ils ont suivi la même politique. Il n'y a absolument aucune différence. C'est bonnet rose et rose bonnet, certes, au moment des élections générales, on se donne quand même on se devait de quelques oripeaux différentiels, de façon à ce que tout de même, on ne soit pas réputé être le même parti. Mais en fait, la décadence de la France qui se traduit
par un appauvrissement. Nous avons 8 700 000 pauvres en France. Il y a, de l'avis de l'INSEE, 13 millions d'étrangers entrés en France. Moi, je pense que c'est plus que ça. Il y en a plus de 15 millions. Et qui continuent d'entrer et qui sont entrés plus nombreux sous Sarkozy que à l'instant sous Valls, n'est-ce pas? Car il ne faut pas oublier que M. Sarkozy, avant d'être président, était vice-premier ministre du gouvernement précédent. Par conséquent, quand on se réfère à Sarkozy comme étant un défenseur des valeurs nationales, il ne l'a été sous la pression de M. Buisson, ou le conseil de M. Buisson, que pour des raisons purement électoralistes, essayer de prendre au Front National ou de reprendre au Front National un certain nombre d'électeurs. Mais dans la pratique, le gouvernement de M. Sarkozy n'a strictement rien fait d'utile. Je prends un autre cas, par exemple, celui de l'insécurité. Tout le monde pleure aujourd'hui sur l'état des prisons, qui, il est vrai, est totalement scandaleux, et que nous dénonçons, nous, depuis des années. J'avais en 2001, en m'excusant de me citer, demandé que l'on mette en chantier 100 000 places de prison, de façon à pouvoir répondre à l'augmentation prévisible de l'insécurité, et par l'augmentation de la population déjà, mais aussi par l'aggravation des conditions de sécurité ordinaires. Mais aussi pour remplacer celles qui étaient vétustes et indécentes. Eh bien, il n'a strictement été rien fait. Rien fait, et aujourd'hui, on fait le constat qu'il y a 67 000 détenus pour 50 000 places, mais aussi qu'il y a 80 000 condamnés à des peines de prison ferme qui ne vont pas en prison parce qu'il n'y a pas de place. Alors on invente des gadgets, on leur met un bracelet, on dit, ben voyez, on a changé les méthodes. On pourrait mettre des boucles d'oreilles. Enfin, voilà, on pourrait aussi mettre sous Chirac, on avait nommé quand même un ministre délégué à la construction des prisons, et qui a failli être le premier utilisateur c'est normal. Ça toujours commencer par se servir. Il est vrai que c'est des services qu'il avait créés. C'est probablement l'exemple qui a découragé les bonnes volontés. Mais c'est pour dire que ce soit sur un point comme celui-là, que ce soit sur la politique générale, internationale, nationale, de défense nationale, sujet dont on ne parle plus jamais. L'Europe n'a aucune défense et la France est en train de perdre la sienne. L'immigration massive menace de submersion et même de substitution de population. Les Français doivent se rendre compte de ça. C'est que sous quelques années, ce n'est pas à long terme, c'est même pas à moyen terme, c'est à court terme. À court terme, ils sont menacés de devenir minoritaires dans leur propre pays et de livrer leur pays à des troubles très graves qui seront la conséquence d'abord de l'augmentation du nombre des habitants de la Terre, alors que malheureusement, notre espace boréal, celui qui va de Brest à Vladivostok, connaît un hiver de la natalité, n'est-ce pas? La Russie perd 1 million d'habitants par an. Elle perdait. Comment? Elle perdait, car on annonce, enfin maintenant, il semble que les mesures prises par Poutine tendent à ralentir, n'a pas le mouvement, etc. Enfin, on verra après. Quelle que soit la qualité des mesures prises par Poutine, elles n'auront pas un effet immédiat, bien sûr. compte tenu du fait que même en Russie, il faut 9 mois pour faire un enfant. Enfin, à moins qu'ils aient trouvé un autre système plus rapide. Mais les phénomènes démographiques sont des phénomènes considérables sur lesquels nous avons attiré l'attention de l'opinion et qui malheureusement ne sont pas prises en compte comme ils le devraient, mais la montée de l'immigration continue sous tous les régimes, de l'insécurité qui en est une des conséquences, de chômage qui en est une des conséquences, l'ouverture de nos frontières sans aucune défense contre des concurrents qui sont évidemment mieux armés que nous, car n'ayant pas les mêmes frais, ni sociaux, ni environnementaux, ni fiscaux, ni autres, eh bien, nous sommes acculés. Un de nos amis très proches,
très proche, grande famille française, grande famille de résistants, de patriotes, etc., qui a payé dans le sang son attachement à la patrie, me disait « J'ai 10 petits-enfants, il y en a 8 qui sont à l'étranger et dont je sais qu'ils ne reviendront pas. » Voilà la vérité. Alors, il n'y a pas que Monsieur Depardieu qui s'en va. Malheureusement, Monsieur Depardieu, ça me gêne pas trop. Mais encore que je considère que c'est une désertion. Si Monsieur Depardieu ressent un légitime colère, eh bien, il devrait se battre en France pour que ça change. C'est un homme de gauche. Oui, mais c'est quand même. C'est un homme de gauche, comme le sont pratiquement les élites françaises, que ce soit les journalistes. Un de nos amis, confidence, voilà, c'est un scoop, qui est élève de l'ENA à Strasbourg. Il y a une promotion qui vient de sortir, 63. Il m'a dit, je crois que nous étions 1 ou 2 patriotes. Oui. Ça veut dire que toute la promotion... Sans dit long. Toute la promotion est de gauche. Bon. Mais alors, vous avez évoqué l'immigration. Vous savez que je suis, en France en tout cas, pratiquement le premier, il y a plus de 40 ans, à avoir évoqué ce problème. D'après les Écritures, je veux dire d'après Le Gallou, qui avait repéré un article que j'avais publié à l'époque dans Valeurs Actuelles. Donc j'ai quand même droit de préséance sur beaucoup de nos amis. Mais pour en revenir à l'immigration, il y a un mouvement quand même de ras-le-bol qui est vraiment manifeste. Non seulement en France, notamment dans les Midi-Pyrénées, dans le Languedoc, mais partout un peu en Europe. Est-ce que vous ne croyez pas que ce mouvement de ras-le-bol va un jour ou l'autre se traduire par un mouvement en faveur du Front National et de la droite en général? Autre fait concret, une de nos élus, conseillère régionale de PACA, est professeure des écoles. Elle m'a montré la photo de sa classe. Il y a un tiers d'Européens. Européens, j'ai pas dit français. Un tiers d'Européens. Voilà. Ça, c'est la photo de la classe d'aujourd'hui à Tarascon, le pays de Tartareigne. Voilà. Alors, il faut vous dire que ça, c'est un exemple qui est général. Or, comme la France n'a pas l'élan, la dynamique du patriotisme, l'enthousiasme national qui pourrait faire adhérer ces jeunes à une nouvelle patrie, eh bien évidemment, ils se rattachent à des valeurs qui ne sont pas les nôtres, puisqu'il n'y a plus personne, à part le Front National maudit, pour les défendre. Oui, il n'y a plus de projet collectif. Il n'y a plus de projet collectif. On peut dire l'Empire, c'était une perspective quand même de vastes espaces, aussi bien pour celui qui voulait s'expatrier. J'étais membre de la Ligue maritime et coloniale quand j'étais enfant. Ben voilà. Ben oui, ça faisait rêver le petit breton que tu étais. Ben c'est bien naturel. Oui. Bon, il n'y a plus de projet collectif. Et il y a aussi des armes extrêmement puissantes qui sont utilisées par nos adversaires. On parlait de la diabolisation. Il y a la culpabilisation, n'est-ce pas ? On enseigne systématiquement aux jeunes Français, en quelque sorte, la détestation de leur civilisation, si tant est qu'ils la connaissent d'ailleurs, de ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. On leur explique que leurs pères ont exploité les travailleurs immigrés, que leurs grands-pères ont torturé en Algérie, que leur arrière-grand-père a livré les Juifs aux Allemands, etc., et que par conséquent ils ont à l'égard du tiers-monde une dette absolument imprescriptible. Et il y a un arsenal judiciaire qui intimide. Je dirais même nous sommes obligés de faire attention pour ne pas encore surcharger le travail de notre brillant avocat, Maître Valente Saint-Just. Moi qui vous parle, par exemple, je suis l'objet d'une inculpation. J'ai même fait l'objet d'une tentative d'arrestation arbitraire au mépris délibéré de mon immunité parlementaire par un magistrat instructeur agissant à la requête de la LICRA pour un communiqué d'un conseiller régional du groupe que j'ai l'honneur de présider en région Rhône-Alpes qui protestait contre les méfaits
de jeunes maghrébins ayant fêté l'Aïd en mettant le feu aux voitures, à quelques bâtiments publics ou autres, à Romans, au cri de Allahu Akbar, nous dit le journal Le Monde, qui est une caution bourgeoise. Bon, eh bien, si vous reprenez l'information du Monde, mais que vous êtes de droite nationale, vous vous retrouvez sur les bancs de la correctionnelle. Alors, les gens savent ça, ils le sentent, et ça les inhibe. Je suis moi-même poursuivi à l'initiative du MRAP, ce qui veut dire que il y a des sujets que vous ne devez pas même effleurer. Vous n'avez pas le droit d'en parler si vous êtes de ce côté de la barrière. Voilà. Ça rappelle une certaine époque, ça, d'avant-guerre, que l'on retrouve en Union soviétique et que l'on trouve... Oui, c'est totalitaire. C'est totalitaire. C'est exactement mais le système est totalitaire, y compris avec l'endoctrinement des enfants depuis la maternelle jusqu'à l'université. Mais tout ce que vous venez de dire me permet de penser que ma réflexion tout à l'heure était quand même assez fondée. Il y a quand même dans ce pays des tendances suicidaires, de l'autodestruction, de la haine de soi. Car oui, c'est cultivé de l'extérieur, mais évidemment, ça tend à se reproduire. C'est comme les phénomènes infectieux. Oui, mais cet état d'esprit, il y a une espèce de politiquement correct, n'est pas limité à la France, il est international. Bien sûr. Le seul chef d'État ou de gouvernement qui se permet de dire le contraire, c'est Madame Gillard, qui est le Premier ministre australien, qui a fait, comme vous le savez, une déclaration qui en France tomberait sous le coup de la loi, où elle dit tout simplement aux immigrés, écoutez, si vous n'êtes pas content, si vous ne pouvez pas adopter nos mœurs, notre langue, notre manière de vivre, et si vous voulez continuer à vivre la vôtre, eh bien, partez, la porte est ouverte. Voilà, c'est ce qu'elle veut dire. Bon, c'était encore beaucoup plus explicite que cela, n'a pas été remarquable, mais c'est en Australie. L'Australie, elle est en dehors, pas du reste du monde, qui lui reste figé, et de plus en plus, dans ce politiquement correct cosmopolite et cette bien-pensance, et qui, naturellement, fustige tout ce qui peut s'y opposer ou est contre ou supposé être contre. En France, la tête de turc naturel politique, c'est le Front National. Et ça a toujours été comme cela, et ça continuera à l'être pour le Front National ou tous ceux qui adopteront une attitude similaire. Mais ils sont de plus en plus nombreux quand même. Mais, oui, heureusement. C'est la seule espérance que nous pouvons avoir. En me permettant de rappeler que la première affiche du Front National, il y a 40 ans, puisque c'est le 40e anniversaire du Front National, c'était avant qu'il ne soit trop tard. Avec nous, avant qu'il ne soit trop tard. La pendule a tourné depuis. Vous écoutez Radio Courtoisie. Voilà. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal d'Yves-Marie Lolland, qui a invité Monsieur Jean-Marie Le Pen, Monsieur Bruno Gollnisch et Monsieur André Pertusio pour parler du Front National. Alors, quelques messages. Félicitations d'avoir invité Monsieur Le Pen, Monsieur Gollnisch. Remerciements à Monsieur Lolland pour ses invités. C'est un régal. Quel bonheur d'entendre Monsieur Le Pen. Je suis totalement d'accord avec lui sur sa ligne politique. C'est lui qui nous manque. Que pense-t-il de l'influence de Monsieur Alliot sur Marine Le Pen? Une auditrice. Je vous lis tous les messages et ensuite vous répondez. Une auditrice. Marine Le Pen a dit que le mariage était un sujet secondaire. Il y a d'autres urgences. Qu'en pensez-vous? Un auditeur, messieurs. Le mariage en général ou le mariage gay? Le mariage. En général, bon. Ça m'étonne, ça, cette citation, quand même. Oui, ça me paraît bizarre. Oui. Un auditeur. Messieurs, samedi 8 décembre, en clair, sur une chaîne télévisée, j'ai vu Monsieur Alliot reçu en direct avec courtoisie malgré quelques railleries, comme s'il était un représentant de l'UMPS, ce qui est rare pour être souligné. Est-ce que Monsieur Hollande, qui, après avoir reçu Marine Le Pen à l'Élysée, a fait réfléchir les médias? Une auditrice, j'ai 99 ans et j'ai fait du boitage pour Monsieur Le Pen et j'en ferai encore car je suis en bonne santé. J'habite Le Havre. Bravo! Bravo! Honneur aux militants. Un auditeur, aux raisons que Monsieur Le Pen a données pour expliquer la diabolisation du Front National, je propose d'en ajouter une prépondérante, c'est que Monsieur Le Pen a des références chrétiennes et ceci est insupportable à la jante politico-médiatique. C'est bien possible.
Un auditeur, vous avez souvent, comme le président Henri de Lesquen, dénoncé l'influence de la superclasse mondiale dans les affaires des États. Et c'est ce qui vous différenciait de la classe politicienne. Comment voyez-vous les choses aujourd'hui? Un auditeur, un salut amical à vous, Monsieur Le Pen, un joyeux Noël à venir, ainsi qu'à votre famille, et longue vie à vous. Une auditrice, la diabolisation fonctionne parfaitement bien, parce que même en famille, on est diabolisé pour nos idées. Ah oui, Une auditrice, triste, oui, oui. les pays non colonisateurs n'ont-ils pas moins d'émigration, et s'ils en ont, n'ont-ils pas moins de scrupules à s'en protéger? On va Voilà. peut-être s'interrompre parce que Oui. on va simplement écouter les messages. Il y a Je préfère beaucoup écouter de- Monsieur Le Pen. Les réponses. Monsieur Réponse François, monsieur à comme ça. apporter, tu Mais souhaites vous avez un- seulement des Oui, je des voudrais réponses. hein. préciser pour Marine n'a certainement pas dit cela du mariage en général. Elle a dit que l'agitation qui entourait le mariage gay Le mariage joyeux, en fait. était un leurre et que ça masquait en fait les très graves problèmes du pays, des problèmes prétendument sociétaux auxquels on va ajouter sans doute bientôt l'euthanasie, un certain nombre de choses, sujets tous intéressants et sur lesquels d'ailleurs elle a fait connaître son sentiment en disant qu'elle était tout à fait hostile au mariage et à l'adoption des gays. Je crois d'ailleurs, écoutez, moi je connais, parce que bien sûr, comme ils sont très nombreux maintenant, je connais un certain nombre d'homosexuels, ils sont tous contre le mariage. Les uns parce que ce sont des libertins qui ne tiennent pas à être tenus par les chaînes du mariage, et d'autres parce qu'ils ne veulent pas, en effet, revendiquer une qualité qui leur paraît superfétatoire. Bon, alors je crois en effet que néanmoins, les choses étant ce qu'elles sont, en politique n'existe que ce qui paraît exister. Il y a une réaction populaire, même si elle n'est pas sur les sujets les plus importants. Je crois qu'il faut l'aider à se développer. Il faut que, après tout, la droite, puisque on dit ça par antinomie avec la gauche, encore que je suis assez ni droite ni gauche, moi, ou à la fois gauche-droite et surtout nationale, eh bien, je crois qu'il faut participer à la manifestation, puisque le défi a été lancé sur le terrain, puisque les syndicats se sont associés, ce qui est assez curieux tout de même, à la manifestation Du 13 janvier. Non, mais Laquelle? La manifestation en faveur du mariage gay. En faveur. Les syndicats, oui. Les syndicats s'y sont associés, Les syndicats de ça. gauche. ce qui est tout de même assez étonnant. C'est curieux, oui. Donc, il y a une grande manifestation. Et je crois qu'il faut y participer, même s'il y a beaucoup d'autres problèmes. Après tout, peut-être les Français nationaux prendront l'habitude aussi d'occuper le pavé parisien ou les pavés des villes, comme la gauche, pourquoi pas. Oui, je crois qu'il y a, indépendamment de l'importance relative des problèmes, je crois qu'une partie de notre peuple a perçu de façon intuitive quand même qu'on franchissait un seuil, en quelque sorte, dans la décadence morale. Non pas. D'ailleurs, il ne faut pas, à mon avis, lier simplement cette question à celle de l'homosexualité. Ce qui est sous-jacent, à mon avis, dans ces problèmes sociétaux qu'agite la gauche, bien évidemment pour masquer sa faillite totale dans le domaine économique et social, c'est évident. ce qui est sous-jacent, c'est l'idée que toute la société peut être fondée simplement par contrat et que l'être humain peut faire n'importe quoi dès lors que ça lui chante, en gros, pour simplifier les choses. Or, le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est pas l'accord, même si l'accord de deux volontés est nécessaire, bien sûr, à sa validité. Le mariage, c'est une institution pour transmettre la vie et l'accueillir. Bon, même s'il y a des parents indignes, etc. C'est ça, le mariage. Si on prend une autre philosophie en disant que quand plusieurs personnes se plaisent, même si elles sont de même sexe, par exemple, elles peuvent se marier. Moi, je ne donne pas 2 ans avant que nous n'ayons d'autres revendications. Par exemple, le mariage à 3 ou à 4 ou à plusieurs.
mais pas simplement d'ailleurs de la part de gens qui pratiquent le triolisme. Mais vous allez avoir le brave père de famille double national algéro-français ou franco-marocain, et qui va venir vous dire, écoutez, ma première femme apprécie beaucoup ma deuxième épouse, qui l'aide dans les travaux du ménage. Moi, je les aime toutes les deux, comme le prescrit ma religion, et nous nous entendons très bien tous les trois. Pourquoi refusez-vous des effets civils et une reconnaissance officielle à une union qui, d'autre part, est officiellement reconnue dans notre pays d'origine? Et là, vous répondrez quoi? Bon, on ne répondrait rien. Je disais, je vais peut-être même choquer. Pourquoi? Il y a un certain nombre de personnes, par exemple ma mère, que je chéris, qui sont extrêmement proches de leur animal de compagnie. Voilà. Donc, qui ont une affection très, très grande pour leur animal de compagnie. Souvent, quand il s'agit de personnes qui n'ont pas de famille naturelle ou que leurs enfants ou leurs petits-enfants ont délaissé, et vous allez avoir des gens qui vont dire, mais moi, je voudrais épouser mon animal de compagnie, indépendamment de toute sexualité. Il y a des gens qui testent. Il y a des gens qui testent en faveur de leurs animaux. De leurs animaux. Oui. Mais quand j'ai dit ça, on me dit, vous exagérez. Mais le journal Libération, il y a 8 jours, a sorti qu'en Allemagne, Allemagne, un pays en voie de désintégration démographique, il y a 2 millions de zoophiles. Alors, si c'est Libération qui dit... 2 millions de zoophiles. Oui. Est-ce qu'ils sont mariés? Je ne sais pas comment ils les ont comptés entre nous. Est-ce qu'ils sont mariés? Mais ils pourraient vouloir... Ils vivent en concubinage, c'est différent. Il n'y a rien à dire. Il y a quand même un fait, non pas que l'on néglige quand même un petit peu trop, on n'en parle pas, c'est que depuis des millénaires, depuis que les hommes sont constitués en société, dans toutes les civilisations, qu'il s'agisse de religion ou non, que ce soit chez les Asiatiques, chez les Papous, chez les Africains, enfin, etc., le mariage est une institution sacrée. C'est quelque chose, une cérémonie solennelle, partout, dans toutes les races et pour la raison très simple que c'est la continuité, elle représente la continuité de la vie, la reproduction de l'espèce humaine, la constitution des familles qui sont les cellules de base dans toutes les sociétés du monde depuis l'origine, et que cette espèce n'a pas de volonté individualiste qui a été mise à la mode d'ailleurs par la Révolution française, c'est-à-dire que la volonté de l'individu est supérieure à toute autre considération. Je trouve que ça a un effet destructeur, non pas qui a toujours existé d'ailleurs, mais qui maintenant atteint des proportions absolument invraisemblables. Monsieur Le Pen, est-ce que, en rebondissant sur ce que vient de dire André Pertusio, cette volonté de destruction systématique des institutions, des comportements, et des valeurs, évidemment, n'a pas une conclusion ou un aboutissement logique qui est la répression et qui est une forme de terrorisme intérieur? Parce que comment faire tenir les gens ensemble qui sont libérés soi-disant de toute entrave sociétale, chrétienne, si ce n'est par la mise en place d'un système beaucoup plus féroce et beaucoup plus contraignant que tout ce qu'on a connu par ailleurs? Oui, mais qui prétend vouloir supprimer l'État. Je rappelle tout de même que le communisme se donnait comme objectif de supprimer l'État. Eh oui. La pétition de principe est anarchiste, c'est l'hostilité à toute contrainte, n'est-ce pas? Non, mais vous ne croyez pas une seconde à cette destruction de l'État? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais non, je dis que c'est la toute-puissance. C'est ce qui sous-tend le marxisme. Oui, mais ça, c'est et le communisme. Oui, à qu'avoir l'État avait disparu en Union soviétique. On voulait, sous le prétexte de supprimer l'État, on met en place des structures qui sont beaucoup plus contraignantes, voire même avilissantes pour l'individu. Mais de cette expérience, semble-t-il, n'a servi à personne, qu'elle n'ait pas servi à la gauche qui se sert de ces instruments-là pour rester au pouvoir. Ça peut à la rigueur se comprendre, c'est pour ça que je suis beaucoup plus sévère pour la droite que pour la gauche, mais qu'à droite, on ait adopté pratiquement les mêmes manières de voir, c'est ça qui me paraît scandaleux et inacceptable. Mais vous savez, la loi Pleven, c'est une loi qui a été votée, conçue et votée par qui? Par la droite. Oui. Pleven était la loi Pleven abolit toute distinction entre le français et l'étranger. Non. Oui, je dois dire que dans cette interprétation, il y a une équivoque sur cette loi Pleven qui a été votée de nuit
par une poignée de députés qui n'avaient pas du tout vu l'exploitation qui pouvait en être faite sur le plan politique. C'était un vœu je crois, de l'ONU qui était assez proposé. Ça, oui. Exactement. Voilà, alors tout ça, on est tous d'accord, pas de séparation, les races, les religions, les couleurs, etc. Et les nations. Et à partir de là, on a élaboré une politique antiraciste, mais aussi antinationale. Ça devient d'ailleurs un système totalitaire. Ça devient absolument totalitaire. Au nom de la lutte contre les discriminations, dont te paraît un principe généreux, nous pourrions revendiquer que cesse la discrimination contre les nationaux, que cesse la discrimination contre les Français. Enfin, Dieu sait qu'il y en a de quantité. Bon, mais celles-là ne sont jamais prises en compte. Mais au nom de la lutte contre les discriminations, on a multiplié les arguties. Je crois que tout récemment, au Conseil régional de Rhône-Alpes, on nous avait voté un texte qui retenait, je crois, plus d'une vingtaine de critères de discrimination. Vous n'avez plus le droit de discriminer en fonction de ceci, de cela, etc. Alors, à la limite, d'ailleurs, si on choisit comme compagne une femme jeune et jolie plutôt qu'une autre moins avenante, on pourrait être taxé de discrimination. C'est vrai, monsieur Gonnet. Il y a d'ailleurs des contradictions, parce que la loi qui permet l'homosexualité est tout à fait contraire à la parité. Absolument. C'est ce que je dis. Je suis personnellement pour la parité, surtout dans le mariage. Évidemment. Surtout dans le mariage. Et c'est extraordinaire qu'on nous présente au nom de l'égalité, par exemple, la revendication, parce que il va non seulement y avoir le mariage, mais l'adoption, et non seulement l'adoption d'ailleurs, mais la procréation médicalement assistée, puisque il est évident que Hollande va céder là-dessus en s'en remettant à sa majorité de gauche qui va faire passer ça pour faire plaisir au lobby. Bien. Alors, on nous présente au nom de l'égalité le fait de doter d'enfants des gens qui font un choix de vie, qui après tout les regardent, dès lors qu'il se passe entre adultes consentants, mais un choix de vie qui exclut la procréation. Par conséquent, on crée là une espèce de super classe qui a droit à l'enfant, et l'enfant devient un objet pour la satisfaction des affectives ou autres. Des sentiments. Voilà, des sentiments dans le meilleur des cas, oui. Et curieusement d'ailleurs, il y a eu un ancien ministre, Madame Guigou, pour ne pas la nommer, qui s'est exprimée sur ce sujet avec beaucoup d'autorité et beaucoup de précision en s'élevant contre l'adoption des enfants par des homosexuels et contre précisément la naissance in vitro, etc. etc. Mais en quelle année C'était très remarquable. Elle a été applaudie sur tous les bancs socialistes à l'époque, et lorsqu'elle a fait cette intervention, remarquable d'ailleurs. Ce qui me frappe dans ces processus de désintégration, c'est que ce sont toujours les mêmes méthodes. Prenez par exemple un domaine dans lequel notre président dans lequel il s'est illustré, dans lequel le Front National a combattu, par exemple le rétrécissement de l'éventail des peines, et notamment la suppression de la peine de mort. Bon. On commence par vous dire, la peine de mort, c'est affreux, c'est effroyable, l'État ne peut pas être un assassin, même si celui qu'il prétend sanctionner a été crime barbare. Bon, la réclusion criminelle à perpétuité suffit à protéger la société. Bon. On fait gober ça un certain nombre de gogos, les gens, une majorité passe, etc. À peine le texte d'abolition est-il passé, qu'on vous dit, mais enfin, la réclusion criminelle à perpétuité, mais vous n'y pensez pas. On ne peut pas conserver des gens en cage toute leur vie. C'est absolument cruel, inhumain, barbare, et ainsi de suite. Bon. Et s'agissant de la contraception, on a fait voter la contraception, bon, très bien, en disant, écoutez, ça va prévenir l'avortement. Bon. Puis on nous a dit, il faut l'avortement thérapeutique parce que ça va prévenir les avortements sauvages, de confort, etc. Et ainsi de suite par degré. Là, on a fait voter le Pacs. En nous disant, il y a un problème, les homosexuels ont besoin d'une vie commune, d'acquérir un patrimoine en commun, il faut qu'il y ait un minimum de reconnaissance de cette vie commune, votez le Pacs, et à partir de ce moment-là, tous les problèmes seront résolus. Le Pacs a été adopté, à peine le Pacs a-t-il été adopté, qu'on propose le mariage, puis l'adoption, puis la procréation médicalement assistée. Demain, je ne sais pas quoi exactement, là, les spéculations sont ouvertes. Voilà. Non, mais je crois que nous sommes effectivement en train de descendre
sur les marges d'un escalier perpétuel qui nous amène vers la destruction de toutes les structures, en fait, qui ont maintenu la France et la société française en place depuis des siècles et des siècles. Mais, Monsieur Le Pen, voyez-vous quand même, à partir de ce tableau général quand même qui est assez sombre, une lueur d'espoir? Voyez-vous par quels moyens, par quel concours de circonstances, on pourrait faire en sorte que ce cours des événements à caractère infernal puisse être brisé? Je crois que rien n'est irréversible. Rien n'est jamais irréversible. Néanmoins, l'accumulation des handicaps peut aboutir à une véritable paralysie et à la mort, bien sûr. Mais je m'inspire de l'histoire de notre pays pour constater que nous ne pouvons pas baisser les bras, puisque dans des circonstances qui sont parfois identiques ou qui paraissaient désastreuses, des interventions providentielles ont fait que la France, brusquement, a ressurgi. Et c'est cet espoir qui m'anime, parce que le réalisme pur conduit, il est évident, l'étude de tous les chiffres, de toutes les courbes et de leur évolution, nous emplit d'un pessimisme qui peut être paralysant. Or, c'est au moment où on est guetté par la paralysie, justement, qu'il faut s'agiter. Au moment où le froid vous paralyse, si vous vous laissez aller, si vous vous asseyez, ou si vous vous allongez, vous êtes mort. C'est le moment où il faut se dresser. C'est un peu l'exemple que nous a donné Maurice Herzog, que l'on honore aujourd'hui aux Invalides, n'est-ce pas? Il faut se dresser, il faut aller avoir la conviction que nous nous battons pas seulement pour nous, ni pour les nôtres, mais pour une conception plus vaste de l'humanité. Nous croyons aux nations, nous croyons que la nation demeure le cadre le plus performant pour assurer la sécurité, la liberté, la prospérité, l'identité, la culture, la langue d'un peuple, et par conséquent, attaché à ce qui nous paraissent des valeurs indiscutables, nous devons nous battre et par tous les moyens essayer de mobiliser l'opinion de notre pays. Nous y avons réussi partiellement tout de même. Mais vous, Monsieur Lolland, qui êtes un spécialiste, qui êtes un démographe, je pense que vous devriez intervenir peut-être plus encore, parce que moi, je ressens cela comme ça. Et encore une fois, je ne peux pas être accusé de réaction étroitement raciste. Quand j'ai été élu député, mon deuxième de liste était noir. J'ai été le premier homme politique à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris, en 1957. J'avais à ma gauche, l'autre jour, pour le 40e anniversaire, à table, Soraya Djebour, qui était la première musulmane élue conseillère régionale, et ceci sous les couleurs du Front National. Donc, nous avions une conception large, en tous les cas pas étroite de la nation, mais une conception forte. Et je crois que le plus grand danger actuellement qui menace le pays, c'est l'ouverture des frontières, à la fois sur le plan économique, bien sûr, ça les gens le comprendront, mais sur le plan humain. C'est qu'il faut savoir que, contrairement à ce qu'on croit, les peuples ne sont pas tolérants les uns pour les autres. Et qu'en l'occurrence, la très forte immigration islamique dans notre pays, même si individuellement, il s'agit d'hommes et de femmes de bonne volonté, souvent même de patriotes, eh bien la masse qui est constituée et qui se constitue dans le monde fait peser non seulement sur la France, mais sur notre civilisation, une menace mortelle, et ceci à court terme. Il va falloir prendre très vite des décisions pour défendre notre territoire comme il l'a été pendant plus de 1000 ans. Parce que ça n'est pas la première fois que des étrangers veulent venir chez nous. Alors il y a une perversion qui vient d'une erreur d'interprétation de l'Évangile. Car l'Évangile, que j'ai entendu encore tout à l'heure, aux obsèques justement de Maurice Herzog, eh bien, conseille de recevoir l'étranger. Conseille de recevoir l'étranger,
mais pas les étrangers. L'étranger, c'est-à-dire en effet, on ne peut pas rejeter quelqu'un qui est dans la souffrance et la misère sous le prétexte qu'il est étranger. Mais il y a un devoir préalable, principal. Ça m'avait fait querelle avec l'épiscopat français. Je disais, mais Dieu nous fait devoir d'aimer notre prochain. Mais notre prochain avant notre lointain. Et on m'avait dit, ça c'est contraire à la religion chrétienne. Pas du tout. La religion chrétienne accepte tout à fait la hiérarchie des valeurs et elle admet parfaitement ce que je disais qu'en slogan, j'aime mieux mes filles que mes nièces que mes cousines que mes voisines, des voisines que des inconnus et des inconnus que des ennemis. En précisant quand même qu'il y avait quand même quelques exceptions. mais quand même, parce que l'homme est ce qu'il est, n'est-ce pas? Bon, mais je crois que c'est un principe fondamental. On se doit d'abord à soi, on se doit aux gens dont on vient, on se doit aux gens qui viennent de vous. Tous les peuples du monde ressentent ça, mais même les otaries, les tigres, les animaux ont ce sentiment-là. Alors, pourquoi les hommes ne l'auraient-ils pas? Alors moi, je suis pour me battre, mais essayez d'ouvrir les yeux des Français. Votre collègue, Madame Tribala, qui ne partage pas vos convictions politiques, puisqu'elle avait écrit un livre contre le Front National, a écrit un livre dont le titre est révélateur. C'est une démographe. Hein. Ça s'appelle Les yeux grands fermés. Oui, oui. Or, dans ce livre, elle dit tous les chiffres qui sont présentés aux Français relatifs à l'immigration sont faux. Ils sont truqués, ils sont masqués, ils sont déguisés, ils sont mensongers. Et la personne qui dit ça est une spécialiste. C'est une spécialiste de gauche, de surcroît. Mais on n'a pas fait une grande publicité à son livre, n'est-ce pas? Il a été écouté, les oreilles bien bouchées. Voilà. Non, mais est-ce que M. Gollnisch voudrait ajouter très brièvement, quelque chose. Je partage à la fois le pessimisme, mais l'espérance. Voilà, parce qu'il y a un frémissement. Il y a un frémissement en Europe, indiscutablement. Je le vois avec mes collègues patriotes hongrois. J'étais à Budapest, par exemple, il y a 3 semaines pour l'anniversaire du soulèvement héroïque. Je suis exprimé devant 20 000 personnes, ça a quand même été donné de voir ça, alors que moi je pensais dans ma jeunesse que ce système monstrueux, monolithique, allait durer peut-être des siècles encore, en tout cas des décennies. Bon, ça s'est effondré sous l'effet d'une poignée d'hommes et de femmes courageux. Donc le mondialisme qui est contre nature peut s'effondrer de la même façon. Il y a un frémissement en Europe et il y a aussi beaucoup d'Africains, d'Asiatiques, d'Américains du Nord et du Sud qui ont compris qu'en défendant notre identité, nous défendions aussi implicitement la leur. Et moi, je crois beaucoup au contact avec les élites de ces pays-là qui sont de nature à prouver et à expliquer peut-être aux Français que notre sentiment national, défense de l'intérêt national, est parfaitement compatible, comme l'a dit Jean-Marie Le Pen, avec des valeurs universelles. Je suis tout à fait d'accord avec vous, vous vous en doutez, ayant commencé le combat très très tôt. Mais là où je rejoins tout à fait Jean-Marie Le Pen, c'est le fait que les échéances sont très proches. D'ores et déjà, à peu près un enfant sur quatre qui naît en France, naît de parents dont soit le père, soit la mère, soit les deux, sont d'origine immigrée. Ça fait donc le quart de la population et nous vivons sur un véritable volcan démographique dont les Français sont totalement ignorants. Ils ne veulent pas le savoir, ils ferment leurs yeux. Mais s'ils l'étaient, ceux qui habitent dans les banlieues sont conscients quand même. Hein. Oui, mais ils ne se mobilisent pas. Ils ne se mobilisent pas et ils continuent à accepter la vulgate qui est promulguée. Ils craignent pour leur sécurité, vous savez. Non, mais je m'excuse, mais il y a quand même, malgré tout cela, il n'y a pas suffisamment d'angoisse, pas suffisamment d'inquiétude pour que les gens se mobilisent en faveur des valeurs qui sont les nôtres. Oui ou non? C'est vrai. Il faut savoir que ces problèmes se posent déjà pratiquement à tous les pays du monde. Par exemple, le Maroc et l'Algérie sont en face d'un problème d'immigration subsaharienne qui est un problème grave. L'Afrique du Sud, et ça avait justifié le voyage que nous devions faire
vers Mandela et Beki, et auquel s'est opposée la diplomatie française de toutes ses forces, ce qu'il faut voir, c'est que la projection géopolitique du monde de demain, tout de suite, c'est l'explosion démographique du tiers-monde. Nous sommes passés, je rappelle, en un siècle et demi, de 1 à 7 milliards d'habitants. Nous galopons vers les 8 milliards, les 9 milliards, les 10 milliards. Mais la courbe de production des biens de consommation, elle, n'a pas suivi. Par conséquent, la misère, le fossé de misère ne va cesser de se creuser et va entraîner des véritables glissements de population, comme il y a des glissements de terrain dans les cyclones, n'est-ce pas ? Des glissements de population et des conflits extrêmement sanglants. Si nous voulons protéger notre territoire, comme il a réussi à l'être pendant des siècles, eh bien nous devons véritablement nous mobiliser, mais mobiliser aussi la volonté de natalité. Nous sommes un mouvement, nous, nataliste, parce que tout en France est fait pour présenter de façon favorable et matériellement réalisable le fait de ne pas avoir d'enfants. Voilà, je vais être obligé de vous interrompre parce qu'on me fait des signes désespérés. Que nous sommes arrivés à la fin de malheureusement, c'est ce journal parlait. Vous m'aviez dit 2 heures. Comment? Vous m'aviez dit 2 heures. Non, 1 heure et demie. Et non, mais peut-être qu'on va obtenir d'allonger d'une demi-heure, je ne sais pas. Non, il n'est pas question. C'est la guillotine qui s'impose. Mais on refera une émission. On peut refaire. Mais vous reviendrez. Que parce que je croyais qu'on avait 2 heures. Oui, je comprends cela. Moi aussi d'ailleurs. Mais c'est un rêve. Donc, écoutez, je crois que continuer un autre jour. André, je crois que je ne peux pas vous donner la parole malheureusement parce qu'il faut mettre un terme. Oui. Voilà, je tiens à vous remercier d'être venu ici. C'est un honneur de devoir rester ici. Et si Dieu le veut, j'aurai peut-être l'occasion de vous faire revenir si vous êtes disposé d'évoquer ces problèmes qui ne vont pas s'atténuer, qui ne vont pas disparaître au cours de l'année 2013, qui risque d'être très difficile. Alléluia. Voilà.